Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et c'est cette prétention qui a fait sortir Roukomovski de ses gonds. Comment ce petit artisan-là, sans envergure, peut-il prétendre être le créateur de la tiare de Saïta-Fernès, le faux le plus beau et le plus sensationnel de l'histoire de l'humanité ? Voilà, ça c'est l'ego surdimensionné de certains, en tout cas celui de Roukomovski, qui prend un véritable coup de massue. Il ne peut pas laisser ce prétentieux, ce Godelureau, lui voler la vedette, et aussitôt il veut laver son honneur, révéler au monde entier son génie, son talent. Donc il prend la plume, cet imbécile, et il écrit cette fameuse lettre au Louvre pour se dénoncer. Mais s'il avoue être l'auteur de la tiare de Saïta-Fernès, il se défend d'être un faussaire. Selon lui, il n'a jamais eu l'intention de vendre cette œuvre comme étant une authentique couronne, tu penses. Donc il propose de venir à Paris pour tout raconter, à condition que le Louvre, écoutez bien quand même, il est un peu gonflé le gars, prenne à sa charge ses frais de voyage qui s'élèvent à plus de 1200 francs. C'est le prix pour lui de la vérité. Et vous pensez que le musée du Louvre est prêt à tout pour que enfin toute la lumière soit faite sur ce mystère qui affole le pays depuis 10 ans. Sauf que le Louvre ne prend pas au sérieux la lettre de Roukomovski. Il y a déjà eu tellement de menteurs. On se méfie maintenant. Mais vous avez des résidents russes qui confirment son talent. Mieux même, vous avez un bijoutier du nom de Lifshitz, j'ai pas de bol avec les noms, il y en a beaucoup, affirme avoir assisté à la réalisation de la tiare et il se porte garant de l'honnêteté de Roukomovski. L'honnêteté, mettre des guillemets. Selon lui, l'orfèvre d'Odessa est un véritable artisan d'une habileté extraordinaire, mais pas un faussaire. Et vous avez une amie de Roukomovski qui rapporte qu'un jour, il s'est plaint de son impuissance à se faire rendre justice comme étant l'auteur de la tiare. La police russe interpelle Roukomovski, l'interroge sur ses affirmations, et donc il avoue tout immédiatement, tellement il est désireux de rétablir la vérité sur la paternité de cette fameuse tiare. Cette fois, le Conseil des musées nationaux veut en avoir le cœur net, une bonne fois pour toutes. Il est vraiment temps de mettre fin à cette affaire qui dure depuis trop longtemps. Le 23 mars, le Conseil se réunit en secret, fait retirer la tiare de sa vitrine, charge l'orientaliste Charles Clermont-Ganneau de déterminer si oui ou non la tiare est authentique. Clermont-Ganneau est un champion de la traque aux contrefaçons. Par le passé, il aurait pu l'appeler avant, enfin bon. Avant, il s'était brillamment illustré en identifiant des faux documents phéniciens, des faux manuscrits bibliques, donc il décide de faire venir Roukomovski à Paris pour l'interroger. Aux frais du musée bien sûr. Pendant ce temps-là, la presse s'agite de plus belle. Des journalistes ont relu les articles écrits par Salomon Reinach pour défendre l'authenticité de sa tiare, se sont rendus compte qu'il avait alors évoqué un dossier secret. En creusant, mais c'est du délire, vous avez l'impression d'une pelote d'un fil en pelote comme ça, et vous tirez, c'est une horreur. Donc ils vont creuser, ils vont découvrir qu'il s'agissait d'un recensement des faux et des contrefaçons en provenance de Russie qui avait été proposé au musée européen, et cette liste se limitait aux documents épigraphiques et aux pièces d'orfèvrerie. Dans la tête de Reinach, cette liste avait pour but d'attester l'authenticité de la tiare de Saïta-Fernès. Or, ce document ne fait que souligner l'ampleur du commerce des faux. En plus, la conclusion de Reinach insiste lourdement sur sa présomption d'innocence. Sauf que malheureusement pour lui, cet argument va se retourner contre lui. Effectivement, le pays est quand même secoué par l'un des scandales judiciaires, à ce moment-là, les plus considérables de notre histoire. C'est l'affaire Dreyfus. Or, les journalistes anti-Dreyfusards s'en prennent à Salomon Reinach. Pourquoi ? Parce qu'il est juif. Comment, Salomon, vous êtes juif ? Et par conséquent, il défend, la référence c'est Rabbi Jacob bien sûr, et par conséquent, il défend le capitaine Dreyfus. L'antisémitisme est en train de s'inviter en plus dans le débat, dans l'affaire, et pour rien arranger, on apprend que Reinach a épousé une femme originaire d'Odessa. Donc on l'accuse d'être de mèche avec les faussaires. Et l'atmosphère est de plus en plus pressante, oppressante. Les attaques acides pleuvent de partout, sur lui, sur le musée, enfin bref, sur tout le monde. Heureusement, Israël Roukomovski arrive enfin à Paris, début avril. C'est un homme de 42 ans, taille moyenne, l'épaule droite légèrement plus développée que l'autre. C'est son métier. Le front haut, il porte des lunettes ovales cerclées de métal, une moustache, une petite barbe en pointe taillée à la perfection. Il descend incognito au Central Hotel où il se fait enregistrer sous le nom de Bardès. Il est logé aux frais du gouvernement français, merci pour nous, pendant tout le temps que dure l'enquête. Son premier entretien avec Clermont-Ganneau se passe bien.
Roukomowski déclare d'abord qu'il n'est pas vraiment satisfait de sa tiare, dont le travail est un peu trop fruste. Il ne rend pas une véritable image de ses talents artistiques. Son chef-d'œuvre, il vient de l'achever, c'est un petit sarcophage en argent, ciselé de bas-reliefs représentant les âges de la vie et contenant un minuscule squelette plus vrai que nature. Une merveille de précision qui lui a demandé 9 ans de travail et qu'il entend bien exposer prochainement au Salon des artistes à Paris. Et la tiare, elle, ne lui a pris que 7 mois. Et après ces bonnes paroles, Roukomowski raconte enfin la véritable histoire de cette tiare de Saïta Fernès. Il assure qu'il ne savait pas qu'elle allait être vendue, tu parles, et encore moins qu'on tenterait de la faire passer pour une vraie couronne. Il a été contacté par un marchand qui lui a prétendu vouloir faire un cadeau à un ami de Kharkov pour son anniversaire. Et qui est ce marchand ? Quelqu'un qu'on connaît très bien, Chapsel Hockman. Encore lui. Le marchand d'art lui a fourni des modèles pour la décoration, ainsi que le texte de l'inscription et les fragments de plaques d'or pour le réaliser. Pour ce travail, il a été payé 1800 roubles, c'est l'équivalent de 7000 francs de l'époque. Alors on ne le croit pas. Après les affabulations d'Elina, on ne se contente pas de simples paroles, on le prend pour un autre imposteur. Et donc on arrive à une situation assez insolite. C'est le faussaire qui va devoir prouver qu'il est l'auteur du faux. Vous imaginez un peu. Roukomowski ne se laisse pas déstabiliser par l'attitude des savants du Louvre. Il n'est pas du tout surpris, il s'y attendait. Et c'est pourquoi, en prévision, il a emporté avec lui tous les documents attestant de la paternité de cette fameuse tiare de Saïta Fernès. Des photos de l'objet fini, ses croquis, des études, des calques, des poncifs qui ont servi à reproduire les scènes, ainsi que des articles qui l'ont aidé à trouver son inspiration. Et là, Clermont-Ganneau lui pose pas mal de questions sur pas mal des petits détails du décor, du martelage, de l'inscription auxquels seul l'auteur de la tiare sait répondre. Roukomowski, qui n'a toujours pas vu la tiare, depuis qu'il est arrivé, répond sans difficulté à ce véritable interrogatoire. Le moindre de ses propos est immédiatement vérifié, et le moindre de ses propos s'avère exact. Il affirme entre autres que l'objet est composé de 3 parties soudées, qui ont été lissées avant de recevoir l'ornementation. Et interloqué, les experts du musée s'empressent de vérifier. Il faut pas moins de 3 examens approfondis pour constater que c'est la vérité. Le travail a été tellement bien fait qu'on ne l'avait même pas remarqué. Enfin, c'est un truc de fou. Quand on l'interroge sur le léger, évidemment à l'époque, il n'y a pas tous les outils qu'on a aujourd'hui, les lasers, etc.